Vous écoutez Apéro Cigare. Le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission n'a pas été enregistrée avec l'intelligence artificielle. Juste l'intelligence naturelle d'Hélène. Yes, we can. Touchdown on the moon. Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de perlimpinpin. Au secours! Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Je m'appelle Jeffrey, je serai votre co-animateur comme à toutes les autres émissions. Et j'ai également une co-animatrice avec moi que je qualifierais que, attention, si l'intelligence artificielle était un être humain, ce serait probablement pas Hélène. Non! Ça n'en fait pas ça. Hein. Quel beau tacle de début d'émission, merci Jeff. Non, Hélène. En fait, au départ, je voulais faire l'inverse, dire Hélène est tellement brillante que même une intelligence artificielle pourrait pas. Mais finalement, je suis allé avec l'inverse pour te surprendre, en fait. C'était de la psychologie inversée. C'est pour te garder alerte. Ok, ben écoute, Ça va? Ravi d'être là. Ben, merci d'être là chaque semaine. T'as compris le principe? Chaque fois que je te présente, je fais une petite remarque sur le C'est sujet de très l'émission. paternaliste. Ouais, j'avais Wow! l'idée, là. Ça fait 2 saisons qu'on travaille ensemble. Mansplained. Wow, OK. Et cette émission, ben, on va parler d'intelligence artificielle. Tu l'auras deviné. Puis on a également un invité très, très intéressant avec nous. Oui, on est accompagné de Michael Camus, informaticien spécialisé en intelligence artificielle. Merci d'être avec nous. Comment ça va, Michael? Mais ça va très bien, bonjour à vous deux, merci pour l'invitation. Vraiment un plaisir. On n'aurait pas pu avoir une meilleure expertise que la tienne pour parler de ce sujet aujourd'hui. Mais avant de commencer, peut-être une étoile et une brique, c'est-à-dire quelque chose de positif dans l'actualité lié ou non au sujet de l'intelligence artificielle. Quelque chose qui se fait du bien, une bonne nouvelle pour la planète, pour nous. Je vais parler un petit peu d'une étoile par rapport à un sujet technologique en fait, qui est pas forcément lié à l'intelligence artificielle, mais indirectement lié quand même en fait. Donc il y a une compagnie qui est basée à Montréal qui s'appelle Northstar, qui au début du mois a réussi en fait à mettre en orbite son premier satellite. Et l'objectif de cette compagnie-là, c'est de devenir un petit peu la tour de contrôle en fait. Au niveau de la basse moyenne orbite pour prévenir tous les débris et orienter un petit peu les prochains lancements de satellites. Donc on sait que l'espace, plus ça va, plus la plupart des pays s'y intéressent et lancent des sondes, lancent des satellites. Et c'est une des premières en fait mondiales, cette compagnie-là, qui va permettre vraiment de devenir la tour de contrôle, voilà ce que je disais tout à l'heure. Et donc ça c'est très bien pour Montréal parce que ça va permettre de tirer vers l'avant, technologiquement parlant et scientifiquement parlant, énormément de sujets. Parce que vous imaginez bien que pour régler ces objectifs, atteindre ces objectifs-là, c'est un challenge technologique et scientifique assez important. Donc voilà, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'analyse d'images, il y a de l'automatisation vraiment extrême. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle en fait pour l'écosystème montréalais à ce niveau-là. Je suis quand même assez surpris et étonnamment surpris en fait qu'on ait une compagnie montréalaise qui puisse lancer un satellite quand même dans l'espace. Donc c'est une très très bonne nouvelle et ça démontre aussi toute l'expertise québécoise et montréalaise en fait au niveau donc l'intelligence artificielle, donc tous les domaines des technologies de haute pointe. Là. Ouais. Wow, Ouais, génial. Ouais. Est-ce qu'on a des mauvaises nouvelles cette semaine, ce mois-ci, par rapport à la technologie? La technologie, mauvaise nouvelle, en fait, j'en ai relevé un petit peu deux, en fait, qui sont liées là directement à l'intelligence artificielle. Donc là, on va parler un petit peu de Gemini, en fait, qui est l'intelligence artificielle, donc de la générative de Google, où bon, ils ont eu quand même certains problèmes au niveau de la génération d'images. Des gros biais en fait sur la génération d'images qui ont choqué pas mal d'utilisateurs en fait, et c'était tellement important
que le CEO de Google en fait a écrit vraiment un courrier aux employés en fait pour dire que là c'était inadmissible, il fallait vraiment essayer de travailler cette partie-là. Et ça montre en fait qu'on atteint aussi des limites, même qu'on a des millions ou des milliards en fait pour développer de la technologie. Par rapport à la manière de faire de l'intelligence artificielle, on peut taper vraiment des murs sur l'exactitude en fait informationnelle. Sur le côté formel en fait, et ça faut faire très attention en fait au niveau de l'intelligence artificielle sur ces sujets-là. Et lié aussi à l'AI, on vient d'apprendre que Apple a laissé tomber son projet de voiture autonome. Donc ça montre aussi en fait les difficultés à rendre vraiment autonome un logiciel ou un robot en fait dans un environnement qui est complètement ouvert. Et donc là je pense qu'ils vont se repositionner en fait en AI bien sûr, mais par rapport aux produits qu'ils ont déjà pour améliorer vraiment leurs produits. Donc il y a d'autres compagnies aussi qui ont eu des problèmes au niveau des voitures autonomes. Là on n'a pas atteint vraiment les objectifs qui étaient prévus à ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt un côté négatif on va dire là, mais qui montre aussi les limites en fait et qui montre qu'il y a différentes manières de faire et qu'il faut peut-être penser autrement en fait pour atteindre des objectifs d'autonomie en fait. Puis il y a définitivement encore des limites. On est encore au balbutiement de tout l'univers de l'intelligence artificielle. J'imagine, ça fait quoi depuis quelques années déjà ou quelques dizaines d'années qu'on s'y intéresse? Alors, on s'y intéresse publiquement, on va dire. Ouais, il a commencé il y a peut-être une dizaine d'années, mais peut-être un petit peu moins que ça, en fait, parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même très, très vieux, en fait, et ça a émergé en 56 avec les conférences de Dartmouth, en fait. Et l'intelligence artificielle définie par un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, John McCarthy, qui était à l'époque professeur à l'université de Dartmouth, c'est le développer des systèmes qui sont intelligents comme un être humain, puis lui définissait l'intelligence comme la partie computationnelle pour atteindre un objectif particulier. Voilà. Et que l'intelligence, elle est propre à l'être vivant, on va dire, et pas que à l'être humain, hein. On inclut aussi les animaux là-dedans. Et que pour lui, développer un système d'intelligence artificielle, en fait, c'était donc un algorithme, en fait, un logiciel qui est capable de développer des compétences vraiment cognitives comme un être vivant, sans pour autant essayer de calquer en fait la biologie en fait et l'organisation en fait du vivant. Donc pour pas se limiter en fait. Et lui, dans cette conférence-là, historiquement, il y avait donc John McCarthy, il y avait Marvin Minsky, Alan Newell, et puis on avait aussi Herbert Simon, en fait, qui sont vraiment connus comme les pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Puis on n'est encore pas aujourd'hui où il y a encore des essais-erreurs, puis je ne sais pas si vous savez un peu la bourse, mais bon, il y a Nvidia, justement, qui est une compagnie qui fait des microprocesseurs, qui a battu des records, en fait, de mondialisation, de bourse, en fait, de capitalisation boursière. Donc, il y a encore beaucoup d'intérêt pour l'intelligence artificielle, mais aussi beaucoup d'avancées et de recul en même temps, là. Bien sûr, tout à fait, parce que, grosso modo, grâce à la puissance des machines, on a été capable d'atteindre des objectifs assez impressionnants par rapport à la reconnaissance d'image, par rapport à la reconnaissance vidéo, puis maintenant la génération aussi, la compréhension en fait du langage naturel et la génération en fait de langage naturel. Et ça, c'est grâce aussi à la puissance des machines, parce qu'à partir du moment où on a eu des GPU, en fait, qui sont des processeurs graphiques au départ, Nvidia, au départ, construisait des processeurs graphiques pour les jeux vidéo. C'est parti de là. Après, il y a des ingénieurs et des chercheurs qui ont commencé à utiliser ces processeurs-là, ces coprocesseurs-là, parce que ça fonctionne avec un processeur central. Il ne fonctionne pas tout seul, ce matériel-là. Et ils ont utilisé ça pour faire autre chose que du graphique. J'aurais essayé de casser des clés crypto, essayer de traiter des matrices en fait en réseau de neurones. Et à partir de là, ça a commencé vraiment à avoir des résultats assez intéressants parce qu'il y avait la puissance de calcul en fait pour appliquer des réseaux de neurones et faire des apprentissages de plus en plus gros. Puis maintenant, on utilise des supercalculateurs avec plusieurs processeurs, plusieurs GPU en fait, qui permet de faire un apprentissage vraiment de masse. Donc à partir du moment où l'informatique au niveau matériel a évolué avec une puissance vraiment assez élevée, là, on a vu vraiment une différence. Et à savoir que ce qu'on utilise actuellement, la base qui est utilisée
à la méthode pour l'AI générative, ce sont les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones ont émergé avant les années 60. Donc on a une architecture en fait de base et après qui a été travaillée par les scientifiques et les ingénieurs et qui les a amenés en fait à différentes architectures d'intelligence artificielle qui nous permet aujourd'hui de voir en fait les résultats au niveau de la génération, que ce soit d'images, de vidéos ou de textes tout simplement en fait, et ce qui permet à un utilisateur d'échanger avec une AI sans pour autant se dire ah tiens, est-ce que c'est vraiment une AI derrière, est-ce que c'est une personne, on peut se poser des questions. C'est drôle parce que tu disais tantôt qu'on s'inspire de l'être vivant sans pour autant le copier biologiquement, mais on retrouve quand même plein de champs lexicaux de l'intelligence de l'être vivant avec neurones et génération. Je trouve ça assez fascinant. Ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qu'on peut ou ne pas faire avec l'intelligence artificielle? Avec l'intelligence artificielle, on peut faire énormément de choses, mais c'est pas parce qu'on peut faire énormément de choses qu'il faut tout faire avec. C'est-à-dire que on est capable de contrôler énormément de choses. Là, on voit qu'avec les AI génératives, on est capable de produire de la vidéo, produire des images, et il ne faut pas que cette production en fait artificielle remplace la production qui est naturelle. La production naturelle, c'est quoi? Ce sont les êtres humains. Et en plus, ces intelligences artificielles-là, elles ont appris pour être capables de faire ça. Donc, pour apprendre, il a fallu une base. Puis ça, ce sont des données qui viennent des êtres humains. Voilà. Donc, il y a certaines études déjà qui sont sorties qui montrent que quand une IA apprend sur des images ou du texte qu'elle-même a généré, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Parce que c'est artificiel complètement, et puis là ça sort vraiment des résultats les fameuses mains à 6 doigts. Voilà, exactement. Ouais. Et on est capable de contrôler des systèmes avec les AI. Donc est-ce qu'on veut aller là on peut parler du côté défense et militaire, est-ce qu'on veut avoir des drones complètement autonomes avec l'intelligence artificielle? Non, il ne faut pas aller vers ça, évidemment. C'est comme toute technologie, on va dire, et il faut se donner des limites. Il faut faire des essais, mais il faut donner des limites en fait pour pas on va dire biaiser, on va dire la société et la civilisation en fait avec des outils qui pourraient vraiment lui faire du mal en tant que tel. L'idée un peu de robots autonomes qui pourraient détruire la planète, c'est une dystopie, mais est-ce que vraiment on pourrait avoir des systèmes qui sont autonomes d'eux-mêmes dans un avenir éventuel? Est-ce que c'est une réalité? Dans la prochaine décennie, il y a des chances en fait qu'on commence à voir vraiment des systèmes un peu plus généraux et qui soient capables d'être assez autonomes en fait dans leur environnement. Il en existe déjà à petite échelle, qu'on parle comme des compagnies comme Boston Dynamics. Qui appartient à Hyundai maintenant, des robots quadrupèdes et aussi des bipèdes qui sont capables de courir dans la forêt, qui sont capables de faire des saltos, qui sont capables de faire ces choses-là. Et ce qui est intéressant avec ces robots-là, c'est qu'on voit qu'ils sont capables d'être autonomes, mais ils utilisent des technologies différentes de ce qu'on connaît de l'AI générative. Ils n'utilisent pas des réseaux de neurones, donc ils utilisent des méthodes complètement différentes. Mais ça reste de l'intelligence artificielle. Donc après, il y a des compagnies qui utilisent l'AI générative pour la robotique, mais ce n'est pas une obligation. Donc il y a différents sous-domaines dans l'intelligence artificielle qui nous permettent de développer des systèmes intelligents, des systèmes cognitifs artificiels, des systèmes autonomes. Donc on a des robots qui ont déjà une certaine autonomie, et si catastrophe il y a, ce sera vraiment une faute humaine en fin de compte. Parce qu'il faut cadrer en fait ces machines-là et mettre des normes et des règles pour éviter les catastrophes, tout simplement. Mais ce ne sera pas vraiment les machines qui vont décider d'elles-mêmes en fait de faire quelque chose, on va dire, contre la société qui les a créées, qui les a développées. Mais ce serait soit une erreur humaine ou soit des personnes mal intentionnées en fait qui utilisent la technologie. Donc là, quand on parle d'intelligence, c'est vraiment de l'intelligence
au sens académique du terme, comme on est capable de suivre une logique pour répondre à un objectif, mais il n'y a pas d'affect, il n'y a pas... Il n'y a aucun affect, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune sensibilité, ou là c'est de la planification, c'est de l'optimisation que l'on parle. Donc c'est vrai que l'être humain, il est composé de telle manière que nos émotions sont utilisées pour prendre des décisions. Donc, le cerveau, il est physique, il est physiologique et il est chimique. Il y a tout un tas de choses qui se passent en fait dans le néocortex et au niveau de l'hypothalamus pour la gestion des émotions, où on est capable, on utilise par défaut nos émotions en fait pour prendre des décisions. Les robots font pas ça. À savoir que les méthodes d'apprentissage profond d'AI générative qu'on connaît viennent de laboratoires spécialisés dans l'optimisation. Donc leur objectif, c'était vraiment de trouver des algorithmes optimisés en fait pour résoudre un problème en fait. Donc là, le système, il n'est pas capable de gérer un ensemble de connaissances, on va dire floues, pour prendre des décisions, on va dire satisfaisantes et acceptables en fait pour la société. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Mettons que je suis sur ChatGPT, puis je lui demande d'écrire un courriel avec X, Y, Z. Donc, ce que je comprends, c'est que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner toutes les données qu'il a par rapport à ça, va l'agréger pour arriver au résultat. C'est un peu le... Oui, le ChatGPT, oui, c'est un algorithme qui est fait pour deviner en fait le prochain mot par rapport à ce qui est généré. Donc, et le fait d'avoir quelque chose qui fait du sens au niveau du résultat, c'est lié en fait à toute la masse de données et d'informations qu'on lui a mis en fait au niveau de l'apprentissage. Donc ce genre d'engin là, ça prend 1 an et demi d'apprentissage sur des gros clusters. Donc c'est assez énorme, et avec des données qui sont préparées. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui sont spécialisées pour préparer des données pour que ces systèmes-là puissent apprendre. Donc il y a toute une chaîne, on va dire, entre guillemets industrielle, qui permet en fait d'atteindre ces objectifs-là. Mais c'est comme un leurre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence ou d'émergence d'intelligence dans ce genre de système. On a vu dans les informations des personnes qui disaient le système est conscient, ou notamment un des ingénieurs de Google en fait qui discutait. Et effectivement, quand on discute en fait on chatte avec ce genre de système, on peut se poser des questions. Mais c'est lié aussi à la masse de connaissances derrière, en fait, parce que c'est vraiment du calcul mathématique derrière. C'est de voir qu'il a pris d'autres données, puis à chaque fois, cette réponse-là arrivait X pourcentage de temps, donc ça. On va répondre... va répondre de cette manière-là. Mais justement, en parlant des données, elles viennent d'où? Est-ce que c'est un échantillonnage de, justement, nos fameux cookies? Est-ce que c'est des données que nous, on a données sur nos façons de fonctionner? Ou est-ce que c'est 100% artificiel dans le sens où c'est du travail? Non, ce sont des vraies données. Ce sont des vraies données en fait qui ont été prises sur Internet et qui ont été traitées, préparées en fait avant l'apprentissage. Et donc il y a des compagnies qui sont spécialisées, qui travaillent en fait dans des pays à faible revenu en fait, où les personnes sont capables de labelliser certains éléments sur des photos, sur des textes, pour valider on va dire l'apprentissage. Donc il y a toute une chaîne industrielle en fait qui permet ça, mais ça vient de vraies données. D'où les problèmes actuellement qu'on voit au niveau de la presse avec OpenAI sur les informations, les données, donc les droits d'auteur, problématiques sur les droits d'auteur, et que ce soit au niveau de l'art ou que ce soit au niveau du journalisme par exemple. Donc là il y a je crois que c'est le New York Times, si je me souviens bien, qui a attaqué OpenAI, entre autres, parce qu'ils sont en train de cumuler en fait différents problèmes légaux en fait liés à l'utilisation des données personnelles des personnes, et aussi de droits, on va dire, parce que si vous êtes photographe, vous faites vos photographies, vous mettez ça en ligne, tout ça, il y a un copyright par défaut sur Internet, on met un copyright, ça appartient à la personne qui l'a mis. Mais eux, ils sont capables d'aller chercher l'information en fait et puis d'inclure ça directement dans leur système, sans pour autant avoir demandé l'autorisation.
Voilà. Donc, il réflexion des données qui ne leur appartiennent pas C'est ça. et qui auraient des droits derrière dessus. Exactement. Ça fait le lien avec la question de l'éthique. Qu'est-ce qu'on peut ou pas faire avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui est bon ou pas bon, le bien, le mal? C'est très binaire. Je sais pas si on peut penser ça d'une autre manière. Comment on décide de si c'est positif ou pas pour nos sociétés? Qui décide de ça? Est-ce qu'on a besoin d'une légalisation des gouvernements? Est-ce que c'est à nous de nous protéger par rapport à l'utilisation de ces outils-là? Qu'est-ce qu'on fait? Philosophiquement, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? Il y a deux choses. Il y a la manière de faire l'intelligence artificielle. Donc en ce moment, en fait, la manière de faire, c'est l'AI générative. Si on continue dans cette voie-là, c'est la population qui choisit. Donc, indirectement, le gouvernement doit faire quelque chose. Et au niveau de l'intelligence artificielle, il faut aussi un gros apprentissage. En fait, il faut que ces données-là soient des données soit ouvertes, ou que la population ait accepté de dire oui, je veux bien que mes données en fait soient utilisées en fait pour un apprentissage. Et quel genre d'apprentissage? Mais là, il faut structurer en fait les données personnelles de la population. Donc il y a un travail à faire au niveau de la population, évidemment. Il faut qu'elle soit consciente que, actuellement, tout ce que vous faites sur les smartphones et sur Internet, tout est scanné. Tout est récupéré. L'histoire de cookies, tout ça, là, on récupère énormément d'informations. Donc le vieil adage qui dit si vous utilisez un service gratuit, c'est vous le produit, c'est vraiment ça. Donc là, il faut prendre conscience de ça. Donc il faut que la population prenne conscience de ça et qu'elle demande à leur gouvernement de réguler ces choses-là pour que les compagnies ne fassent pas de l'argent sur le dos des données des personnes. Et là, on parle de données générales, parce que là, ça peut être des données, genre je vais faire mes courses le lundi, ces genres de choses, mais ça peut être un peu plus important avec des données de santé, par exemple, où là, les gouvernements, en général, font très attention de vraiment fermer, en fait, ces choses-là. Mais ça fait partie des données privées. Donc, il faut réguler si on veut aller vers de l'apprentissage. Après, on peut se dire aussi, en tant que scientifique et ingénieur, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gros apprentissage? Est-ce qu'on a besoin, en fait, d'énormément de données pour créer un système intelligent? On peut se poser la question. C'est légitime. Donc, est-ce que la méthode d'AI générative, du réseau de neurones, c'est la seule qui va nous permettre de créer des systèmes intelligents? Pas forcément. Il existe différentes technologies. On serait capable en fait de creuser ces différentes technologies pour créer un système beaucoup plus ouvert qui demande aussi beaucoup moins d'énergie à l'apprentissage, parce que là on ne parle pas du côté environnemental, parce que moi en tant qu'informaticien c'est sûr que je ne travaille pas dans un domaine entre guillemets vert, parce que on a le matériel informatique, on a les data centers, et puis ça prend du minerai, et ça prend de l'énergie. Donc tout ce qui est apprentissage machine, en plus, ça mange vraiment beaucoup d'énergie. Et là, on serait légitime de se dire, est-ce qu'on est capable de consommer moins d'énergie? Donc si on continue dans la voie de la méthode de gros apprentissage massif, on est obligé de réguler. Si on va vers une autre manière de faire, on a aussi besoin de réguler, mais là, on va être capable de suivre, on va dire, l'évolution, on va dire, de ces systèmes intelligents-là, qui vont être complètement transparents, en fin de compte. Parce que l'idée, c'est ça avec l'intelligence artificielle, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui soit transparent et complètement contrôlable. Alors qu'actuellement, la transparence c'est pas ça qui prime, en fait, au niveau des systèmes qu'on connaît en ce moment. Donc la régulation, elle est de toute façon importante, il faut qu'elle soit là, mais à une certaine échelle. Comme on en avait parlé tout à l'heure, c'est essayer de réguler sans bloquer l'innovation. Parce qu'on veut de l'innovation. On veut de l'innovation. Ouais. On veut de l'innovation, parce que l'intelligence artificielle, c'est positif. On peut augmenter en fait les capacités en fait des personnes avec l'intelligence artificielle.
Faire des choses qu'on n'avait jamais fait ou dans des temps ou dans des optimisations incroyables. Exactement. On peut prendre un exemple, par exemple. Au niveau de l'industrie, on prend l'exemple d'une usine. Une usine qui produit, je sais pas moi, des pièces pour des voitures, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, il y a des usines qui ont été complètement exportées, en fait, dans d'autres pays, en fait, par rapport au coût de la main-d'œuvre. Donc là, on commence à se dire, OK, on est capable de réindustrialiser un petit peu, et est-ce que ça va nous coûter plus cher ? Pas forcément, parce que là, on commence à parler de robotique, et d'associer, on va dire, des robots avec des personnes. C'est-à-dire qu'avant, on avait des personnes qui travaillaient dans une usine, et là, on va avoir des personnes plus des robots. Donc, au lieu d'avoir un travail répétitif, c'est les robots qui vont faire le travail répétitif et c'est les robots qui vont faire le travail qui est difficile. Et l'être humain, lui, derrière ça, lui, il opère. Donc, il a un travail. Mais son travail est complètement différent. Il est plus... j'encadre des machines plus que moi, je fais l'acte vraiment précis qu'on a besoin au niveau de la production. Donc là, c'est un gros changement pour la personne, pour les personnes en tant que telles. Et c'est une transformation. Donc c'est sûr que c'est pas du tout la même chose, ça prend de la formation, des choses comme ça, mais la technologie aidant, ces genres de systèmes sont de plus en plus faciles à utiliser. Mais ça va demander de plus en plus d'énergie. Mais ça va demander de plus en plus d'énergie. C'est pour ça qu'il faut faire attention en fait de comment on conçoit les choses et comment on les construit pour prendre en compte cette consommation d'énergie-là. Parce que si on ne la prend pas en compte, qu'on veut atteindre un objectif directement sans prendre en compte en fait, avoir cette contrainte-là, c'est sûr qu'on va pas on va avoir quelque chose qui va consommer énormément. Genre l'AI générative, l'objectif c'était vraiment de faire de la génération, d'avoir des systèmes intelligents, qu'on puisse converser avec, qu'on puisse générer de la vidéo, des images, objectif atteint. Après au niveau de la consommation, la contrainte vraiment de consommation d'énergie, elle n'a pas été prise en compte. Donc si on veut diminuer la consommation d'énergie, il faut prendre en compte cette contrainte-là dans le design et la conception au départ. Si on revient sur les domaines où c'est un petit peu plus touchy, on va dire, mettons, la santé. On ne veut pas partager nos données de santé avec l'intelligence artificielle, mais est-ce que ce ne serait pas pertinent d'avoir des robots, je ne sais pas, qui font des opérations à cœur ouvert? Est-ce que ça, c'est quelque chose dans le domaine médical qui est considéré, d'avoir de l'intelligence artificielle pour assister ou peut-être remplacer des expertises de médecins? Oui, il y a beaucoup de travaux en fait qui sont faits à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la robotique pour la chirurgie ou l'automatisation en fait des données pour essayer d'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe en fait chez un patient. Donc et ces données-là, oui, ce serait bien d'être capable en fait de les utiliser en fait pour avec des systèmes intelligents, pour permettre au domaine d'accélérer un petit peu et d'être proactif en fait avec un patient. Et dans le domaine de la génomique, par exemple, on est capable vraiment d'analyser le génome d'une personne et de potentiellement voir les futurs problèmes qui pourraient se poser. Donc de poser des actes en avance en fait pour ne pas réparer mais plus prévenir, voilà, plus prévenir que guérir, grosso modo. Et il y a énormément de travaux au niveau de la robotique qui se fait dans le domaine de la santé. Mais pour que ça fonctionne correctement, il faut protéger les données. Et il faut protéger les données pas seulement avec des lois qu'on lit sur des documents. Il faut des systèmes qui soient capables en fait de gérer ces données-là à différents niveaux de sécurité. Et il faut les implémenter, ces systèmes-là. Et là, il faut des systèmes grandeur, on va dire, d'un pays, d'un gouvernement, en fait, pour être capable de faire transiter des données d'un hôpital à un autre, en fonction, en fait, des besoins. Techniquement, ça demande même pas de l'intelligence artificielle. Il y aurait de l'intelligence artificielle intégrée pour être capable d'enrichir des données
pouvoir reconnaître des choses et puis proposer en fait un enrichissement au niveau des données. Mais pour traiter ces données-là et catégoriser ces données-là, on n'aurait pas forcément besoin au départ de l'intelligence artificielle. Ça prend une volonté, on va dire, de sécuriser ces données-là et se dire, ok, on a des données de santé, maintenant on aimerait bien que des laboratoires de recherche et aussi des compagnies puissent accéder à ces données-là de manière sécuritaire, réfléchie et sur un temps défini. Et que les personnes qui ont leurs données d'utiliser puissent donner leur accord. Et que quand ils ont donné leur accord, c'est pas parce qu'ils ont donné leur accord en janvier qu'ils sont encore d'accord en juillet. Donc ils soient capables de retirer leur accord. Parce qu'on a le droit de changer d'avis. L'être humain, il est fait comme ça. On change d'avis régulièrement. Donc il faut avoir cette capacité-là, en fait. Et là, c'est vraiment du traitement de l'information pour réussir à atteindre ça. Donc ça, c'est un bloquant, en fait, parce qu'on a besoin vraiment d'informations et de données pour améliorer tout le côté médical et le domaine de la santé. Pour les patients. Envoyer toutes nos informations par fax, ce serait quand même... Ce serait quand même assez sympathique. Juste ça serait un gain, là. Et déjà, voilà, dépasser le cap du fax, ce serait super. Jetons juste comme y aller pour l'ordinateur. Voilà, exactement. C'est beaucoup, je sais, mais... Si on parle des humains qui travaillent à la création, au développement de l'intelligence artificielle, on est rendu où? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est qui la relève? C'est des personnes qui viennent d'où? Qu'est-ce qu'on sait qu'on n'est pas capable de faire encore? Comment avance la science finalement? La science en ce moment, la science et l'ingénierie avancent vite. Avancent de plus en plus vite parce qu'on a des compétences de calcul qui sont assez phénoménales et on est capable en fait de faire des tests et des essais de plus en plus vite et de publier et de valider des résultats de plus en plus vite. Il y a énormément de choses qui se font en Asie. Des pays comme la Chine, le Japon. Robotique, le Japon est dans le top au niveau de la robotique. Philosophiquement parlant, au Japon, ils sont majoritairement shintoïstes et en Chine taoïstes. Donc avoir un être humain artificiel en face d'eux, ça les dérange pas. Ils trouvent ça presque normal, alors que dans nos cultures occidentales, c'est un peu différent. Donc cette manière de vivre-là, en fait, ces philosophies-là diffèrent. Et donc ce qui fait qu'au niveau de la robotique et des humanoïdes et de l'intelligence artificielle, l'Asie avance très très vite. Puis on n'a pas les mêmes lois non plus au niveau de l'utilisation des données. Et en Chine, quand ils ont besoin de données, je pense que ils les prennent. Il n'y a pas de consentement. On s'entend que des compagnies comme OpenAI, ils se servent aussi, même si après ils ont des problèmes. Mais bon, voilà, c'est un peu leur idée. Les problèmes, on les gère après. Tant qu'on réussit en fait à faire des avancées technologiques. Donc on a énormément d'avancées qui se fait au niveau robotique humanoïde. Comme je disais tout à l'heure par rapport à la brique, là, c'est les voitures autonomes, par exemple. Ça, on a vu que c'était compliqué. Et c'est normal que ce soit compliqué, parce que si on se met à la place vraiment des ingénieurs qui développent le véhicule autonome, qui doit se débrouiller tout seul dans la rue, même légalement parlant, ça se posait des questions. Nous, dans la rue, si on voit un animal tout seul, au moins un chien tout seul ou un enfant tout seul, qui ont un niveau cognitif largement supérieur à un véhicule, on s'entend, légalement, il faut s'en occuper. Ouais, parce qu'en fait, puis même, j'imagine la voiture, c'est si elle arrive, puis il y a un enfant, puis un chien. Mais est-ce qu'elle tourne à gauche ou elle tourne à droite? C'est-à-dire que, c'est si elle est dans un système où tout va bien, elle fait au point A, point B, mais c'est un moment où elle doit prendre des décisions qui ne sont pas programmées à l'avance. Là. Et qui sont dénuées d'empathie.
Et qui sont En dénués plus. d'empathie. Ouais. Voilà. Donc là, on est mal foutu, en fait. On est mal pris, Ouais. c'est ça. Et que les ingénieurs qui conçoivent ça, ils doivent faire des choix qui sont quand même difficiles. Et donc là, on constate que un véhicule autonome, non, c'est pas demain qu'on va voir ça. Donc les avancées au niveau de la recherche, on voit nos bloquants. On voit nos bloquants. On voit que la technologie actuellement, comme les génératives, on est capable de faire des choses avec, des belles choses et des mauvaises choses, hein, parce qu'on ne parle pas des fake news et des choses comme ça, hein, qui sont générées avec ce genre de choses. Mais on voit qu'on ne peut pas utiliser ça pour tout. Voilà. Et que les différentes technologies, à un moment donné, ça prend une innovation pour aller plus loin. Ça me rappelle un shout-out à notre ancien co-animateur, Mebarek, qui disait que l'économique est toujours en avance sur le social. Puis c'est intéressant parce que c'est un peu l'idée, c'est de dire, on a une avancée, on veut la monétiser, on veut aller de l'avant, mais après, les questions de l'impact sur la société se posent par la suite. Mais là, il est trop tard, on subit. Puis ça me vient à l'idée de l'impact sur le domaine du travail. Il y a beaucoup de monde en ce moment, puis je sais parce que ChatGPT, c'est devenu un grand ami, là, je veux dire, tu sais, il y a beaucoup de choses qui nous prenaient énormément de temps avant, qui nous prennent, on l'a dit, qui vont nous prendre beaucoup moins de temps aujourd'hui. Est-ce que ça va amener une révolution dans le monde du travail? Est-ce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi? Peut-être d'autres qui vont en créer par rapport à ça, mais ça va amener quand même une grosse révolution là, au niveau du domaine du travail. Ça va amener une grosse révolution, puis ça va transformer en fait le monde du travail. C'est sûr qu'il y a des emplois entre guillemets qui vont petit à petit disparaître, mais on va avoir une transformation en fait, parce que l'IA c'est comme un partenaire artificiel, un outil en fait qui va nous permettre en fait de générer en fait quelque chose, de nous aider en fait à atteindre un objectif. Genre, on prend un exemple, on veut faire un document Word. Avant, on utilisait des templates. Maintenant, on n'a plus besoin du template parce qu'on peut demander en fait au système d'AI de nous générer un template en fait par rapport à ce qu'on recherche. Et puis avec un template qui est un peu plus personnalisé. Donc, on va vers une personnalisation en fait. C'est ça l'idée avec les différents outils. Puis toute l'AI générative là, qui est implémentée dans les outils Microsoft par exemple, en fait, l'idée en fait c'est ça, c'est d'accélérer vraiment le traitement et à chaque fois qu'il y a des choses à faire qui sont un peu plus techniques, genre dans Excel ou dans Word, l'AI va être capable de le faire à la place de la personne. Donc parce qu'on s'entend que des logiciels, certains logiciels, si on passe pas trop de temps dessus, on n'est pas capable vraiment de faire les choses simplement. Donc ça prend du temps. On est obligé de le faire. Puis à un moment donné, on se dit, là, je vais essayer de l'apprendre parce qu'il va falloir que je le fasse plusieurs fois. Donc là, ça vaut le coup. Ouais. Avec des outils d'AI, on n'a plus besoin de ça. Chaque fois, tu fais juste... Va sur ChatGPT, tu vas être capable de lui demander. Puis même, on va avoir des AI qui vont être intégrés directement dans les outils. Donc Microsoft le fait, en fait, directement dans Word. Donc il y a des compagnies qui peuvent déjà... payer en fait pour avoir ce genre de service à grande échelle, hein. Donc c'est pas pour tout le monde, là, c'est vraiment, faut avoir beaucoup de licences pour pouvoir accéder à ça parce que ça consomme de l'énergie, donc ça coûte cher. Donc accélérer le travail des personnes, que ce soit des créatifs, parce qu'un créatif il est capable d'utiliser l'AI aussi pour peut-être explorer en fait certaines choses, donner des idées, des choses comme ça avant de faire quelque chose. Par exemple, avec Midjourney, tu lui dis je veux un dinosaure, il va t'en abréger, il va t'en sortir 400. Alors après, la problématique de l'utilisation de ces outils-là, c'est se dire est-ce qu'on est d'accord d'utiliser ces outils-là parce qu'il y a des données en fait privées qui ont été utilisées, qui donnent la possibilité. Donc ça va nous donner la possibilité de faire des choses intéressantes, d'accélérer notre travail. Mais en même temps, est-ce que c'est éthique ? C'est une bonne question à se poser. Et puis il y a le côté aussi
il y avait du travail de pigiste qu'on voit au niveau de la presse ou des choses comme ça, où là, il y a des compagnies qui commencent à utiliser vraiment de l'AI générative, en fait, de parser des informations, puis de générer, en fait, des notes, des choses comme ça. Donc, quand c'est des choses internes, ça peut fonctionner, en fait. Après, on voit que quand il y a du contenu généré par de l'IA, ça se voit un peu, quand même. Et en plus, à un moment donné, le contenu, il se ressemble, il redevient redondant, et en plus, l'exactitude de ça. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un domaine très intéressant, très puissant, on est capable de faire beaucoup de choses avec, mais la manière de faire, je reprends la manière de faire, l'AI générative, ça génère, mais ce n'est pas formel. C'est-à-dire que l'information qui est générée, elle est générée. Est-ce qu'elle est vraie? On ne le sait pas. Un mécanisme de vérification. Aucun mécanisme de vérification. On prend ça, on met ça dans la machine à saucisses, on sort quelque chose. L'objectif du système, c'est générer quelque chose. Il atteint son objectif. Il génère. Après, est-ce que les faits sont vérifiés? Est-ce que c'est vrai? On ne le sait pas. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important, même en utilisant ce genre d'outils-là, d'entrecouper en fait différents outils en fait pour s'assurer qu'on a quelque chose de factuel en fait, de vrai. Et le gros challenge au niveau intelligence artificielle dans les années à venir, ça va être ça. Ça va être d'être capable en fait de pas fact-checker, mais donner de la vraie information. Parce que quand on cherche quelque chose sur Internet, sur différents moteurs de recherche, on tombe sur des sites, on lit, on regarde, on tombe sur des journaux, on tombe sur des magazines, sur des blogs, on regarde un petit peu le profil de la personne, est-ce qu'il est capable de traiter ce sujet-là? On est capable de se faire une idée avec du contenu généré par l'AI. C'est-tu vrai? Ça vient de où? On ne le sait pas. C'est quoi la source? C'est quoi la crédibilité? Exactement. Est-ce que justement ça va nous pousser à être plus critiques ou est-ce qu'on va devenir bête? On n'est pas déjà bête. On est pas mal bête, mais c'est ça, bête et paresseux. Est-ce que c'est ça qui nous attend, un futur à la Wall-E? Ça, c'est un très bon point parce que c'est vraiment une question sociétale. C'est-à-dire que, en tant que personne, vers où on veut aller. Voilà. Est-ce que je veux me faire dicter à chaque fois qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que... Genre, on s'en rend pas compte, mais je veux regarder un film ou des choses comme ça. Quand on a un compte Netflix, il y a des trucs qui pop. Ah tiens, je vais regarder ça. Tiens, je vais regarder ça. Alors que par rapport à ce qu'on aime, on pourrait tout aussi bien essayer de faire des recherches, regarder des thèmes, des choses comme ça. Ah, il y a tel film qui est sorti telle année. Ah, ça c'est intéressant, j'aimerais bien voir ça. On le fait plus. Ce genre de choses. Voilà. Pareil pour la lecture. Et puis là, on aborde un point qui est quand même assez important par rapport à l'éducation aussi. Parce que l'information est tellement simple. Voilà, on la met sur la table, elle est là. Il n'y a pas un travail vraiment cognitif à faire. As-tu besoin d'apprendre l'algèbre si finalement je peux juste le mettre dans une machine puis lui il va le faire pour moi? Voilà. Donc là, il faut vraiment se poser des questions, à se dire jusqu'où on veut aller en fait. Et on veut garder notre liberté de penser, là, notre pensée critique. Et ça, je pense que aujourd'hui, plus qu'hier, la pensée critique, elle est très importante. Et qu'il faut qu'une société en tant que telle puisse pousser ça, pour que chaque citoyen puisse avoir sa pensée critique et pouvoir prendre du recul sur ce qui se passe. Parce que sinon, on va être noyé d'informations qui ne sont pas forcément vraies. Des personnes vont croire des choses qui ne sont pas vraies et on va arriver à des situations complètement rocambolesques et quelquefois graves. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc le côté éducation, il est important aussi.
Donc, c'est drôle parce que ça me fait vraiment réfléchir. C'est vraiment un peu à part du sujet qu'on débat en ce moment, mais en France, en Europe, il y a le Nutri-Score, donc, qui apparaît sur les éléments d'emballage de nourriture. Puis j'avais un énorme débat avec différentes personnes sur le fait qu'il y en a qui disent que c'est bien parce que les gens s'éduquent sur, je mange bien et tout. Puis moi, je trouvais ça complètement à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on s'abrutise en se disant, oui, les chips, c'est clair que ça va être probablement le D, ça va être probablement quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Mais si tu le manges une fois par X temps, il n'y aura pas de problème. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans une certaine mesure, on abrutise un peu les gens. On enlève la pensée critique. J'ai le même sentiment avec Google Maps. Tu sais, on est plus capable de se repérer dans l'espace sans avoir un outil pour. Tout à fait. C'est comme si le Google Maps nous aidait. On est dans la voiture, on veut mettre le Google Maps pour se rassurer et puis aller à bon port parce qu'on veut pas se tromper. Si on se trompe, c'est pas grave. Hein. Ouais. Et ça, c'est très important parce que cette reconnaissance dans l'espace-là, ça fait partie de la cognition humaine. La reconnaissance dans l'espace, la mémorisation, la logique, ces choses-là, si c'est la machine qui l'a fait à notre place, à un moment donné, on va plus l'entretenir. Donc, on va le perdre. Et donc, même si, quand on est à l'école et à l'université, tout ça, même si ils mettent l'emphase sur la logique, la mémorisation, la cognition, ces choses-là, une fois que tu es dans le monde actif et que tu as tous ces outils-là et puis que tout est automatisé, à un moment donné, tu utilises ça et tu perds des capacités. J'ai une autre question par rapport à la société. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des enjeux de pouvoir, d'accessibilité? Est-ce que c'est un outil qu'on peut toutes et tous utiliser ou pas? Faut que tu demandes à ChatGPT. C'est une bonne question. Donc, l'IA est partout actuellement, déjà. Dans tous les softs qu'on utilise, les smartphones, sur Internet, l'IA est utilisée partout. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est accessible parce qu'elle est utilisée, mais elle n'est pas accessible directement pour la personne, pour le bien-être de la personne. Pour le bien-être de la personne, non, c'est pas vraiment super accessible. Et en plus, en ce moment, par rapport à la méthode utilisée au niveau de l'apprentissage machine, ça demande beaucoup de fonds pour développer un système que des chercheurs ou des ingénieurs ou des gens qui veulent faire des choses chez eux n'ont pas. Donc, dans ce sens-là, ils sont limités. Quelqu'un qui veut faire un ChatGPT au niveau apprentissage, il va être limité, en fait, à ce niveau-là. Donc, la concurrence à ce niveau-là, elle est importante. Donc là, l'accessibilité, on ne peut pas dire que ce soit vraiment accessible à tout le monde, loin de là. Est-ce que même ça ne devient pas un enjeu par rapport à ça? Parce que dans le fond, ça veut dire que des Microsoft, des grosses corporations vont mettre énormément d'argent puis en fait vont contrôler pratiquement l'information. Tout à fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de travaux qui sont faits dans des laboratoires de recherche, en fait, pour essayer de fournir des modèles en open source qui soient au moins aussi performants, en fait, pour permettre à des petites entreprises, puis des particuliers, puis des gens d'être créatifs, innover, utiliser, en fait, ces outils-là. Donc, ça commence. On commence à avoir de plus en plus d'outils, en fait. Mais évidemment, si on veut quelque chose de performant, ça prend un gros apprentérissage. Donc ça, c'est un bloquant. Et le risque, c'est que les big corps sclérosent un petit peu le marché. Puis elles ont l'habitude de faire ça. C'est pas la première fois qu'elles font ça. Donc elles ont l'habitude de faire ce genre de choses. C'est quoi les enjeux qu'il va falloir surveiller par rapport à l'IA dans les prochaines années? L'autonomie de l'intelligence artificielle, jusqu'où on veut qu'une intelligence artificielle soit autonome. Les données personnelles, il faut vraiment faire attention à ces données personnelles-là. Il faut réguler ça, il faut mettre des règles pour que les compagnies respectent les données personnelles et forcer aussi à essayer d'innover au niveau de la technique, au niveau de la manière de faire l'intelligence artificielle. La partie énergie aussi. On
veut plus consommer, on ne peut plus consommer d'énergie comme on le faisait dans le passé. Même dans le passé, c'était pas bien de le faire, mais bon, on l'a fait quand même. Et cette partie-là, en fait, ça va être quelque chose qu'il va falloir vraiment faire attention aussi, parce que ça prend énormément d'énergie. Donc si tout le monde utilise l'intelligence artificielle sur la planète, ça va prendre du jus. Ça va prendre beaucoup d'énergie. Et là, il va falloir fournir. Donc, va falloir faire attention à on chauffe nos maisons. Tu sais, je veux dire, si on a la même énergie à utiliser, est-ce qu'on va chauffer ça ou ça? Donc, tu sais, est-ce qu'on va faire des choix? Puis là, encore une fois, ça devient un peu toutes les questions des inégalités sociales. C'est-à-dire que si on chauffe cette bâtisse-là d'intelligence artificielle qui sert à des grosses compagnies, est-ce que c'est éthique? Et la même chose au niveau de l'emploi, c'est que l'intelligence artificielle va probablement donner des emplois à des gens qui vont être de plus en plus formés pour l'utiliser, mais la personne qui a, par exemple, très peu d'éducation ou très peu de compréhension va probablement se retrouver à perdre son emploi qui était répétitif. Donc, ça va probablement créer d'autres inégalités. Donc, on ne se rend pas compte à quel point l'intelligence artificielle a un impact. Un impact très important, sur notre société. Exactement. Et il faut vraiment prendre conscience de ça, en fait, et prendre du recul, à se dire, est-ce que c'est une catastrophe? Non, c'est pas une catastrophe. Mais ça va être transformatif. Ça va être transformatif pour le bien, parce qu'on a la possibilité de faire des choses vraiment, vraiment, vraiment bien, en fait, pour la société, avec ce genre d'outils. Hein, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour tous les services, en fait, aux citoyens, clairement. Mais aussi, peut-être, il faut penser les deux côtés, en fait. Il faut penser les deux côtés, voilà. Et deux faces de la médaille. Pour clôturer l'émission, est-ce que tu as une recommandation de, je sais pas, un film, un livre, une série, un podcast qui nous parle d'intelligence artificielle et de technologie, quelque chose pour nous divertir ou pour nous faire réfléchir sur le sujet? Moi, ça me fait beaucoup penser à Black Mirror, là. On va pas se mentir. Mais une recommandation peut-être culturelle, artistique. Il y a un film que je trouve vraiment très intéressant, en fait, c'est Ex Machina, qui est un film anglais, en fait, et on parle vraiment là d'autonomie humanoïde et des relations, en fait, entre la machine et l'être humain, et ça aborde aussi l'utilisation massive de données, des choses comme ça. Donc ça, c'est un film que je trouve bien fait, qui est très, très intéressant. Et puis au niveau lecture, j'inviterais vraiment, il y a un livre moi qui m'a fasciné quand j'ai commencé mes travaux en intelligence artificielle. C'est en français La Société de l'Esprit par Marvin Minsky, qui est un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, The Society of Mind en anglais, qui parle vraiment de l'organisation, on va dire, de la pensée chez l'être humain. C'est vraiment très intéressant. Il y a une trentaine d'analyses en fait qui est fait dans ce bouquin-là, qui est vraiment très bon en fait. Génial. Et qui est surtout accessible. Pas besoin de mathématiques, pas besoin d'avoir un background philosophique. C'est ça qui est intéressant en fait dans ce livre-là aussi. On va certainement mettre les références sur nos différents réseaux sociaux et plateformes. Hélène, là, je te prends de court. Tu vas me donner le mot de la fin. Parce qu'à chaque fois que tu me donnes le mot de la fin, je ne sais pas comment réagir. C'est à ton tour maintenant. Je te donne le mot de la fin. Déjà, merci Michael Camus, informaticien spécialisé en intelligence artificielle. C'était une belle émission, super bien vulgarisée. Merci Jeff de co-animer, d'apporter des remarques toujours pertinentes pour notre audience. T'as vu, je fais ça bien, hein? Tu devrais être politicienne, je pense. Hochelaga 2027-28, t'inquiète. Partagez l'émission, suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, informez-vous sur l'intelligence artificielle. Le mot de la fin, je pense, comme pour tout, consommez avec modération et peut-être informez-vous sur ce que vous faites. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ça fait penser à l'épisode 29 sur l'information avec la loi C-18. Je sais, je auto-tune nos propres émissions, mais justement, allez vous informer, développer votre pensée critique.
aller au-delà de juste réagir et... Donnez pas trop de cookies. Oui, non. Donnez toujours votre consentement. C'est des grandes leçons de vie, ça s'applique à tout. C'est exact. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission d'Apéro Cigare. Hey, merci Jeff. Merci à toi.